Eh ben, bienvenue à tous, merci d'être là. On est ravis, je crois, et ça s'est entendu en arrivant, d'accueillir Cédric avec nous. Alors, et puis moi, je suis évidemment très honorée que tu aies accepté cette invitation et puis de mener cet entretien avec toi. Nous nous sommes connus sur les réseaux sociaux, Cédric et moi. Non pas sur Tinder, hein, mais sur la lutte Twitter, si je puis dire. Alors au départ, pour vous raconter un petit peu quand même brièvement l'histoire, on avait pensé faire une table ronde sur comment l'extrême droite pénètre les institutions, y compris le soin, et d'évoquer les milieux du soin, l'hôpital, etc. Et dont les questions migratoires qui touchent de fait aussi aux soins. Et puis finalement, Cédric ayant accepté l'invitation, il s'est avéré que l'imbrication de toutes les questions sociétales qui sont soulevées par cette lutte-là, que ce soit la place de l'engagement citoyen, les questions de racisme là, qui pénètrent les institutions, les questions géopolitiques, la criminalisation de la lutte, les victoires quand même qui ont été engagées, la lutte contre les idées d'extrême droite. Bref, les sujets étaient tellement nombreux qu'on a décidé de transformer ça en grand entretien avec seulement Cédric comme invité. Je vais te laisser très vite faire une petite présentation de toi pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien ton parcours en 2-3 phrases avant qu'on introduise cet entretien. Je vais mettre debout, je suis plus à l'aise. J'ai mal au dos aussi, comme ça je vous vois tous, c'est bien. Je suis Cédric Héroux, j'ai 44 ans et demi, non 45 ans et demi, je ne me rappelle plus. Je suis né dans un quartier populaire qui s'appelle l'Ariane, un quartier niçois, jusqu'à l'âge de mes 14 ans. C'était assez chouette comme moment. Quoi dire, j'ai travaillé assez tôt, à l'âge de 16 ans, en mécanique, auto. Donc j'étais très mauvais à l'école, hein, clairement. L'école a été très mauvaise avec moi aussi, je pense aussi. Et je suis devenu agriculteur un peu par hasard dans la vallée de la Roya, et j'ai connu des alternatives. J'ai rencontré des gens qui un peu du mouvement hippie des années 70, et c'est pas que j'étais attiré par ce mouvement-là, mais je me suis dit tiens, il y a d'autres alternatives possibles dans la vie que le travail du salariat et autres. Et je suis devenu paysan comme ça. Et au départ, j'étais engagé en tant que militant, mais plus sur un côté paysan et festif. C'était de créer des événements pour qu'il y ait de la rencontre entre les gens de la ville et les gens de la campagne, et parler de notre métier qui est l'agriculture, autour de la fête et autour de l'ivresse beaucoup, c'est vrai. Et donc on organisait des fêtes comme ça dans notre vallée. Et puis en 2015, l'État français a eu la triste idée de rétablir le contrôle aux frontières. Et la vallée de la Roya étant dans le... Vous voyez où c'est la vallée de la Roya ? C'est à l'extrême droite de la France. Là. Et on a un petit chauve à la voix nasillarde. Nasillarde, ça n'a rien à voir avec nazi, c'est qu'il parle du nez, voilà. Qui s'appelle Éric Ciotti. Non. Putain, les gauchistes, hein, vous êtes vraiment... Et du coup, on a organisé avec des copains et des copines un centre d'accueil pour personnes en migration. Ça a été sur mes terres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 2015, c'était aussi le démantèlement de la jungle de Calais. Et Ciotti avait dit, donc qui était président à l'époque du département des Alpes-Maritimes, jamais il y aura de camp d'accueil dans le département des Alpes-Maritimes. Et il y en a eu un quand même. Et ça a été dans la vallée de la Roya, voilà, sur mes terres. Ouais. Donc vous le savez quasiment pour tous d'entre vous, le combat de Cédric a été un combat humaniste simplement, de venir en aide à ceux qui étaient dans la détresse. À cet effet, on va commencer par là avant de mener cet entretien, parce qu'après j'ai peur que ce soit délicat de le faire et de ne plus savoir le placer. Je voulais vous indiquer que 2023 était l'année la plus meurtrière pour les migrants. Selon le projet Migrants disparus, on compte au moins 8600 décès. 8600 personnes à minima ont péri le long des routes migratoires l'année dernière. Et donc on compte probablement en dizaines de milliers ces dernières années
les gens qui sont morts en essayant de fuir la misère, la guerre, le totalitarisme, les menaces sur leur corps, sur leur vie, sur leur famille. Et en tant que famille politique ayant l'humanité universelle au cœur de son combat, du fait que rien de ce qui est humain nous est étranger, je vous invite à ce que tous ensemble, si vous en êtes d'accord, on donne ce message politique aussi de communauté, d'âme et d'humain à humain avec nos frères et sœurs du monde entier en faisant une minute de silence à leur égard. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, c'est parti. Merci pour eux tous. Puis cette minute, entrer en solidarité de là où ils sont, si possible, avec ceux qui sont partis et leurs familles. Alors, nous commençons cet entretien. Je voudrais commencer par les choses qui entrent dans le cadre de la place de l'individu et du citoyen dans la société, puisque nous sommes de fait des êtres sociaux. Et alors, j'ai trouvé très intéressant dans ton livre le moment où très jeune, tu as besoin de t'isoler du monde. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait ici l'année dernière Édouard Louis qui nous expliquait que les plus riches, par racisme, se rendre aveugle à la pauvreté. Et alors toi, tu as voulu te rendre aveugle, mais de ceux qui veulent se rendre aveugle à la pauvreté. Et donc tu vas le dire en disant... À l'adolescence, la réalité du monde m'a éclaté aux yeux, ingérable. Afin de ne pas sombrer dans la colère, j'ai choisi l'exil des montagnes. M'éloigner du monde, des autres, celui des insensibles et des blasés, qui peuvent vivre sans état d'âme, près de la misère, qui s'en protègent en la stigmatisant ou en la méprisant. La Roya m'a coupé du monde. Pour vivre libre et heureux, il fallait vivre caché, loin de la réalité. Et alors, donc, c'est drôle puisque très vite, ça va être rattrapé. Et donc, je voulais te poser la question, puisque tu vas parler d'un déclic, avec notamment une famille que tu vas croiser au bord de la route en te disant « si à mon retour, ils sont encore là, je les prends ». Et alors, qu'est-ce qui se passe d'abord dans ce refus de plus supporter le monde tel qu'il est, mais de fait, ta structure idéologique, néanmoins ton humanisme fait que tu n'as pas en tout cas un réflexe bourgeois de te cacher de la misère, mais de te cacher de ceux qui la produisent, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'on n'accepte plus? Et autour de toi, est-ce qu'il y a un dénominateur commun, comme ça, du moment où, même quand on essaye de s'isoler, comme nous le souligne parfois Jean-Luc Mélenchon, il est impossible d'être heureux dans un océan de malheur? C'était assez compliqué, je me relève. C'était assez compliqué, c'est que... moi, c'est vrai que j'ai rejoint la Veille de la Roya par ma lettre, en fait. C'est que j'étais parti à l'âge de 18-19 ans en voyage pour essayer de me retrouver moi-même, je pense. Et quand je suis revenu, j'étais parti 6-8 mois par là. Et quand je suis revenu, je m'attendais à des gros changements
tu vois, chez les potes, voilà. Et je suis revenu dans mon village à Levins, hein, et je retrouvais les gens assis au même endroit, avec les mêmes discussions, avec les mêmes problématiques, et je m'attendais à du changement, et en fait, pas du tout. Et sans m'apercevoir, j'étais devenu un peu... Puis c'est l'âge où on est un peu éponge, où on se laisse influencer forcément. Et ce voyage m'avait transformé sans que je m'en rende compte. Et je m'en suis rendu compte en revenant. Et c'est pour ça que je suis venu dans la vallée de la Roya. J'ai acheté un terrain à 1500 balles avec une baraque en ruine, etc. Et je me suis dit, comme ça, au moins, j'ai un pied à terre. Et quand je partirai encore en voyage, j'aurai un pied à terre et un endroit où m'isoler, me retrouver. Voilà. Donc, à ce retour de mon premier voyage, je me sentais un peu perdu et un peu un peu en dépression. Je pense que c'était un état assez dépressif. Et j'avais plus d'envie. Et je me suis dit, quelles sont mes envies? C'était mes envies de gosse. Je me suis dit, j'avais envie de gosse, j'avais envie de cabane, de montagne, tu vois, de choses assez simples. Et du coup, je me suis fait très naïvement cette cabane dans la montagne pour m'échapper de tout ça. Et j'ai retrouvé, je suis plus jamais parti. Voilà, je voyage plus du tout. Voilà, c'est un truc qui m'attire pas. Et du coup, je me suis construit dans la vallée de la Roya en faisant mon nouveau métier d'agriculteur. Et du coup, je pense avoir été heureux pendant de nombreuses années. Et il y a ces personnes en migration qui, donc en 2015, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'État français rétablit le contrôle aux frontières. Donc, dans l'espace Schengen, qui était la libre circulation, c'est arrêté. Et d'un coup, les personnes donc, forcément racisées étaient bloquées à la frontière. Donc, on s'est retrouvés, nous, un espèce de Français dans un monde quand même assez confortable, avec deux choix, même trois choix. C'est soit fermer les yeux devant ces personnes en fait, qui se font arrêter et contrôler. C'est soit être contre, ce qui est, je pense, la méthode la plus facile, ou soit en fait d'aller vers eux et essayer de comprendre le problème. Et au début, moi, j'ai essayé de fermer les yeux, j'ai pas réussi longtemps, et je me suis retrouvé confronté à des dissonances internes, en fait, les grands discours de gauchistes ou voire anards un peu qu'on a dans les bars ou dans les fêtes, etc., machin, ils perdaient de leur sens en fait. Et je me retrouvais assez nu, assez vide, assez plein de contradictions. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, juste pour revenir un peu dans un détail, c'est que je livre mes produits tous les jeudis dans les magasins à Nice. Donc tous les jeudis, je rentre tard et je remonte la vallée de la Roya. Et pour aller de Nice à Breil-sur-Roya, le plus simple, le plus court, le plus direct, on passe par Ventimille, donc en Italie. Donc on prend l'autoroute, on arrive à Ventimille et là on remonte la vallée de la Roya, donc qui est une vallée franco-italienne. Sur le bas est italien et sur le haut est français. Et du coup, on passe par Italie, France. Et ce que je me suis dit, bon, moi j'ai toujours pris en stop, parce que jeune, j'ai fait beaucoup de stops, et je m'étais dit, quand je serai grand, je m'arrêterai en stop, ce que je fais toujours maintenant. Et j'ai rencontré des personnes donc, racisées, noires, et la question c'est, est-ce qu'elles sont en migration, est-ce qu'elles ne sont pas en migration? Et je me suis dit, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, et je les prendrai en stop. Et à partir de là, en fait, a démarré... tout cet engagement humanitaire au départ et qui est devenu politique. Et il est devenu très politique quand j'avais rencontré, tu parles d'une famille que j'avais rencontrée, enfin on s'était rencontrés, elle faisait du stop, donc je les amène chez moi, elle voulait aller prendre le train pour aller à Paris le plus rapidement, etc. Il était tard et du coup il y avait un train le lendemain matin. Et je les emmène au train le lendemain matin. Et la famille se fait contrôler à la gare d'après. On échange le numéro de téléphone. Et il me dit, moi je te parle très 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 mal anglais. Voilà. Et je comprends qu'ils sont dans une église à Ventimille. Et machinalement, je leur ai dit, j'arrive. Et je vais à Ventimille et je découvre cette église. C'est en sous-sol, en demi-sous-sol. Et c'est un curé qui avait ouvert les portes de son église, des sous-sols de l'église. Et là, il y avait plein de lits superposés. Il y avait des draps tirés entre les lits superposés pour créer un peu d'intimité. Et tout ça pour vous dire aussi, ma mère était assistante maternelle. Donc elle gardait des gamins. J'ai été éduqué dans ce côté-là où l'adulte doit être responsable de l'enfant et dans la protection de l'enfance. Et donc je suis assez sensible à ça. Et je rentre dans cette église. Et là, on voit le regard des enfants où l'homme blanc en fait, devient une réponse à une problématique de ces gens. Et du coup, on voit qu'il y a de l'intérêt des gamins sur nous, juste parce qu'on est blanc, clairement. Et on voit surtout le regard des enfants portés sur leurs parents, ce regard en fait, de l'incompréhension et du manque pas d'autorité, c'est pas ça, mais
quand on est enfant, en fait, on a confiance en ses parents et c'est eux qui décident de l'avenir de la famille, etc. Mais sauf que les parents sont complètement bloqués et isolés dans cette église, parce que bloqués par leur établissement du contrôle aux frontières. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible que la France, enfin mon pays quand même, mine de rien, soit responsable des conditions humanitaires telles que celles-là. Et surtout, la France, je veux bien à la limite, on rétablit le contrôle aux frontières, etc., mais on doit en fait de soutenir aussi l'Italie. On est en Europe, on doit se soutenir entre différentes nations. Et là, on ne prend pas la responsabilité des conséquences négatives impliquées par le rétablissement du contrôle aux frontières. Et on commence à entendre parler aussi de gamins qui commencent à mourir écrasés par des camions sur l'autoroute. Et je me dis, c'est plus possible. Et petit à petit, au lieu de m'arrêter simplement en bord de route, les prendre, je prends des gamins et des familles dans cette église. Et je les aide à passer la frontière, à détourner les contrôles policiers. Et on organise avec beaucoup de gens en Europe un couloir en fait un peu safe pour aider les gens dans leur parcours, quoi. Et je me suis fait impliquer là-dedans assez rapidement, sans m'y connaître absolument pas en droit des étrangers, sans trop savoir où je mettais les pieds. Et clairement, ouais, ça a été très rapide et assez violent de par la médiatisation, de par les procès, de par les nombreuses gardes à vue qui ont suivi par la suite. Ouais. Oui, et tout ça, on va y revenir d'ailleurs. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un seuil de l'acceptable qui n'est plus possible avec les enfants. On a la sensation quand même, ce qui est devenu, s'il est possible de fermer les yeux, comme tu dis, on peut passer une fois en voiture, nous tous d'ailleurs, malheureusement où on habite maintenant, les SDF sont devenus monnaie courante dans la ville et on arrive à les migrants, les migrants déjà, avec ce nom commun donné, à déshumaniser. Et en ça, la figure de l'enfant est très réhumanisante. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? En tout cas, toi, tu sembles avoir vécu et tu parles d'ailleurs de ce regard des enfants. On l'a vu avec la photo de Aylan, pour ceux qui se rappellent, sur cette plage qui avait fait le tour du monde, alors que nous avons, comme on vient de le dire, des dizaines de milliers de décès. Et donc, ça, à mon avis, il y a aussi un enjeu là de lutte pour nous à réhumaniser donc, et donc aussi à utiliser cette histoire que sont celles des enfants et que le jeune adulte finalement est aussi humain, mais donc à réhumaniser et s'il le faut par le biais de l'enfance. Est-ce que toi, tu as remarqué ça aussi autour de toi, dans la vallée, que les enfants étaient vraiment source de réhumanisation pour tous, y compris, comme tu vas le dire, d'un de tes voisins qui vote extrême droite, qui ne s'en cache pas, mais quand il a un gamin, te dit « Est-ce que je peux l'emmener chez toi dormir? Je vais donner à manger, mais je suis quand même pas très d'accord avec tout ça, mais bon, je vais pas le laisser mourir de faim. » Bah ouais, je pense, et heureusement, quoi, j'ai envie de dire, qu'on on est plus sensible. Enfin, moi, le premier, hein, j'étais plus sensible aux gamins. Pourquoi avoir aidé des enfants et des familles et des femmes? Les femmes, pas parce qu'elles sont plus faibles que les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus cibles dans la migration. Et c'est qu'il y a des réseaux de passeurs, de prostitution, d'organes, de pédophilie. En fait, le rétablissement de contrôle aux frontières, en fait, c'est ça là-dedans, c'est que ça emmène à l'organisation de réseaux mafieux de traite humaine. Et s'il n'y avait pas de contrôle policier, il n'y aurait pas de réseau. En fait. C'est pour ça que souvent on entend Darmanin ou d'autres dire c'est à cause des ONG et des associatifs qu'il y a des passeurs. Non, en fait, les passeurs ne sont pas là parce que nous on est là. Ils sont là parce que la police est là. Et ce qui est étonnant, c'est que là, je dévie un peu, mais sur le rôle de la police pendant le contrôle aux frontières, c'est par exemple, la PAF, la police des frontières, c'est leur métier. Et ils sont tout à fait conscients que leur travail, c'est de la merde. C'est pour la majorité. Et donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ils ne sont pas tous OK pour faire ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Et sinon, pour les gamins, oui, ça peut créer des... Je pense que n'importe qui voit un enfant seul devant chez soi et qui a faim, on s'alerte, quoi. Dans le bouquin, je parle d'une dame, c'est Émilienne, qui a un restaurant. Enfin, dans les villages, c'est compliqué, c'est qu'on parle assez facilement, enfin, on se côtoie. Donc, gens de gauche, droite, extrême gauche, on se retrouve dans les mêmes bars, à boire la même bière et à discuter et à s'engueuler aussi. Mais voilà, ça reste vivant.
Et cette dame, je suis en très bon terme avec elle, et elle m'appelle pour me dire, oui, il y a le jeune qui est là, je lui ai donné à manger, parce que c'est son métier, hein, de donner à manger aux gens, comme moi en fait d'ailleurs, et elle donne à manger à ce gosse, elle me dit, ouais, il ne faut pas qu'il dorme devant chez moi, prends-le chez toi, et puis voilà, en fait c'est que le côté de l'humanisation, elle se fait aussi au niveau de la rencontre, et c'est évident, c'est que les gamins, c'est un pont assez facile pour faire comprendre l'action qu'on fait. Pour refaire un témoignage là, qui est assez récent, depuis qu'on a monté la communauté Emmaüs Royal, enfin un pas en avant, 4 ans en avant. Hein, donc on a monté une communauté Emmaüs, on est dans le village, et les voisins ont eu peur au départ, Héroux qui monte un camp de migrants dans le quartier, etc. Machin, ça faisait un peu peur. Et ce qui a créé le lien, ça a été les enfants qui vont à l'école, etc. Il y avait une mamie qui revendique aussi le fait de voter à l'extrême droite, d'être contre notre projet. Et là, il y a la gamine Aminata qui est ultra speed, ultra souriante, assez rigolote, tout ça. Une gamine de 5 ans, quoi. Et qui court et qui saute dans les bras de la mamie. Et la mamie, le réflexe, ça a été de la prendre dans les bras. Et là, on voit que nous, avec tous nos grands discours, etc., machin, face en fait, au regard d'un gamin, au sourire d'un gamin qui, lui, a de la spontanéité, quoi. Voilà, c'est pour ça que les gamins, c'est quand même assez important dans notre combat politique. Et je pense aussi que ça reflète aussi, à nos yeux, l'avenir et tout ça, quoi. Oui, merci. On va rester sur cette belle image, effectivement. Et puis les enfants n'ayant pas encore été soumis à l'épreuve du racisme, des institutions, souvent dans leur jeune parcours de vie, du coup n'ont pas encore la défiance et donc de fait se jettent dans les bras, etc., n'ont pas encore peur des gens. Alors il y a quelque chose que tu vas évoquer quand même assez rapidement, puisque toi au départ tu aides, et puis très vite tu vas quand même te retrouver confronté à la pénétration des idées d'extrême droite dans les corps de police, de gendarmerie, les élus. Alors, tu as parlé de M. Ciotti, hein, effectivement, qu'on sait très humaniste. Et de fait, tu vas nous témoigner que dès le départ, les flics invitaient leurs collègues à venir sentir l'odeur de merde. Tu vas observer les tatouages de flics, des croix de fer, des tatouages symboles du Troisième Reich. Et cette pénétration-là de l'idéologie d'extrême droite dans les institutions, tu vas la rencontrer jusque chez pourtant des prestataires de soins, des médecins, à qui tu vas emmener un jeune homme pour des céphalées, et puis finalement qui vont appeler les gendarmes avant même de l'avoir examiné. Alors, si on sait que le RN a de fait énormément progressé, pas seulement grâce à ses talents, hein, mais aussi grâce à une banalisation complète et une légitimation des discours xénophobes en désignant un bouc émissaire facile, hein, qu'est l'étranger, dans la vallée, on observe également chez toi une droitisation avec... en 2017, un député En Marche, et puis finalement une députée RN qui passe là au premier tour, qui vient de l'UMP. Et on a quand même, on lit dans la presse qu'il y a aussi un gros sentiment de déclassement, notamment suite à la tempête Alex, avec des gros délais et un désœuvrement de la population face à la lenteur de la reconstruction. Est-ce que toi, tu observes comment ce sentiment de déclassement accélère le racisme grâce aux théories où on accélère la théorie de l'assistanat et on en fait un combo avec le racisme, où finalement on va parler de préférence nationale, etc. Ils ont le sentiment que les aides, etc., vont aller à ces gens-là qui arrivent à la Roya au lieu de reconstruire leur commerce. Comment ça, tu l'as observé ? Comment est-ce que vous avez ou pas tenté de lutter, de faire de l'éducation populaire autour de ces questions ? Et quelle est la place du nouveau Front populaire qui est arrivé deuxième à cet endroit avec une députée communiste chez toi ? C'est une grande question. C'est vrai qu'en 2016, après, permets-toi si je m'écarte un peu trop parce que j'ai tendance à m'éloigner des fois. 2016, clairement, en fait, le rétablissement du contrôle aux frontières a été instauré pour lutte contre le terrorisme. Et ils l'ont mis
non pas juste après le Bataclan, mais juste avant. Dans la tête des gens, c'est après le Bataclan, mais c'est faux. Et c'est pendant la COP 21 qu'il y avait eu en France, et pour éviter en fait que les radicaux italiens puissent, ou d'autres d'ailleurs, puissent venir foutre le bordel à la COP 21. Et après ça, il y a eu le Bataclan. Mais en fait, là, dans l'espace Schengen, il est interdit de rétablir le contrôle aux frontières pour des questions de migration. On peut que rétablir le contrôle aux frontières pour des questions en fait, de gestion du trouble à l'ordre public. Et la migration ne peut pas être considérée comme un trouble à l'ordre public. C'est Code Schengen qui le dit. Hein. Du coup, ce qui se passe, c'est que les policiers qui sont mis en place pour la lutte contre le terrorisme ou la force sentinelle, vous voyez ce que c'est la force sentinelle? C'est les militaires que vous voyez dans les gares qui sont habillés en camouflage pour qu'on les voit. C'est un concept. C'est un concept assez énorme. Et du coup, tous ces gens-là ne sont absolument pas formés à gérer la migration. Donc, en fait, parce que, étant donné qu'ils ne sont pas là pour gérer la migration, qu'ils sont là pour faire du contrôle de coffre, pour, par exemple, s'il y a des automitrailleurs ou des terroristes, etc. Voilà. Et du coup, on ne forme pas les policiers, les gendarmes mobiles, les gendarmes locaux, les sentinelles, etc., à savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne en migration. Parce que souvent, dans la tête de tout le monde, je pense ici, une personne en migration et une personne en situation irrégulière. Ben non, en fait. Si, une personne en fait, qui fuit son pays, qui demande une protection internationale, on appelle ça la demande d'asile, ne peut pas être considérée en situation irrégulière. C'est comme ça qu'on a gagné notre procès d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la ville de la Roya, donc, il n'y a pas vraiment d'encadrement des forces de l'ordre. Donc c'est, bon, quand tu vois un mec qui est susceptible de l'immigration, tu le contrôles et puis tu l'emmènes à la PAF. Voilà. Et susceptible d'aide de l'immigration, c'est forcément, chez nous en tout cas, c'est des personnes noires. Et du coup, il y a clairement une chasse aux noirs qui est opérée dans la vallée de la Roya, et surtout avec les sentinelles, la force sentinelle qui est l'armée. Je ne sais pas si vous réalisez, en fait, dans un pays, il y a un État qui met en place sa propre armée dans son propre pays. Quand même. C'est quand même, pour nous habitants, c'est quand même assez violent. Et clairement, il y a une chasse aux noirs. Et on se retrouve, nous, avec des gamins avec des chevilles cassées, des bassins pétés, des choses, des blessures qu'on finit par nous-mêmes banaliser, en fait, et trouver presque pas normal, mais on s'y habitue. Et parce que les gamins sont partis en courant parce que, non pas parce qu'ils veulent fuir, et c'est pas un refus d'obtempérer, c'est qu'en fait quand il y a un militaire avec des FAMAS, vous avez vu comme ils sont équipés les sentinelles, hein, ils font flipper quand même. Imaginez-vous un mec qui comme ça, il vous monte du doigt et vous court après. Vous faites quoi? Vous restez pas comme ça, hein, vous courez, surtout quand vous venez du Soudan, quoi. Parce qu'au Soudan, un militaire avec un automitrailleur, un FAMAS, bah, il tire, quoi. Donc les gamins ont clairement peur de mourir. Donc les gosses, donc on est dans une vallée alpine, donc avec une route sinueuse, avec des ravins, des montagnes. Enfin voilà, c'est les Alpes, quoi. Et les gamins sautent de murs de 10 mètres, quoi. Et on se retrouve face à ça. Et ce dispositif-là, parce que même si on joue à nos petits rebelles de gauchistes, voire anards, etc., machin, limite des fois à se poser des questions sur des contrôles routiers, etc., qu'on voit un contrôle routier, on se dit forcément ça a été réfléchi. Et l'État, malgré qu'on le critique, on se dit c'est quelque chose de bien organisé, c'est quelque chose un système qui ne fait pas non plus n'importe quoi. Et là, je peux vous dire maintenant, ils font n'importe quoi. J'ai bien vu. Et donc les gens trouvent, s'il y a un barrage de police, s'il y a autant de police dans la vallée de la Roya, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est qu'en fait, les gens en migration, c'est des personnes dangereuses, etc. Donc forcément, on ne met pas 500 gendarmes mobiles dans une vallée de 5000 habitants comme ça. C'est pas possible. Et on se retrouve donc avec ces migrants, hein, comme on les appelle, hein, donc ces personnes dangereuses et surtout personnes qui sont, qui polluent leur environnement. C'est-à-dire que leur environnement social, hein, je parle. Hein. Donc les personnes qui les aident se retrouvent en garde à vue, en procès. Donc forcément, c'est des personnes dangereuses, quoi. Si quand on les aide, on se retrouve en procès, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, dans le bouquin, là, je parle d'un événement. C'est un gars qui arrive. Qui a une perte osseuse là, au niveau du crâne, donc il y a eu ça en Libye, donc c'est cicatrisé tout ça, mais il a quand même, on voit un trou dans son crâne. Et il est chez moi, il se plaint de vomissements, de vertiges, etc. Je ne suis pas médecin, le mec il a un trou dans la tête, je me dis peut-être que ça peut être grave. Et donc j'appelle les médecins à Breil-sur-Roya, ils me disent au téléphone qu'ils ne veulent pas le recevoir. Et j'y vais quand même. Et les médecins ne l'ont pas consulté, ont appelé les flics. Et le gars s'est retrouvé en Italie sans aucun soin. Et c'est quand même assez violent. Il y a un autre truc aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un gamin qu'on a récupéré qui avait 13 ans. C'est quand même fou, non? Enfin, il y a un gamin de 13 ans. Ils ont fait des milliers de kilomètres tout seuls. Enfin, c'est quand même assez dingue.
On est en plein hiver, il fait moins 4 degrés à Breil-sur-Roya. Il est dans un abribus devant l'école, c'est l'abribus qui emmène les gamins à l'école. Le directeur de l'école l'a vu sur le banc, d'accord. Il a appelé la mairie a appelé la police municipale. La police municipale a appelé la gendarmerie. Donc le directeur est arrivé dans l'école à 7h du matin, 6h30, 7h. Tous les gamins sont passés devant ce jeune machin. Il y a des gens qui ont donné des biscuits, il y a des gens qui ont donné une couverture, il y a des gens... Et personne ne l'a mis à l'abri. Donc moi j'arrive, on m'appelle, et les gendarmes me disent c'est bon, vous pouvez le prendre. C'est comme si c'était genre... ah merci, c'est gentil. Et le gamin n'arrive plus à marcher. Hein. Il était comme ça, il avait les pieds en sang. Enfin, c'est quand même... Et pour vous dire, 2 ans après, je retrouve le préfet qui gérait ça. Et en fait, il y avait une interview un peu informelle avec Macron, parce que Macron était venu dans la veille de la Roya. Et le préfet me ressort ça. Oui, mais quand même... Et j'explique à Macron en fait, cette histoire-là. Et le préfet me dit, oui, mais quand même, on vous l'a laissé, monsieur Héroux. Et là, tu fais... Non, mais en fait, moi, j'en ai rien à foutre de faire ce que je fais. En fait, on n'y prend pas du plaisir, en fait, tu vois. Et il y a un moment, c'est que même des directeurs d'école n'osent pas prendre le gamin et le mettre à côté d'un radiateur. Là, devant des enfants, l'éducation qu'on fait à nos enfants, nos petits Français, là, c'est leur montre, dire, bah, là, quand il est noir, tu vois, bah, il ne faut pas l'aider parce que, en fait, c'est des gens spécialisés qu'il faut, tu vois, pour aider ce genre de personnes. En fait, comment les idées, c'est pas l'extrême droite en termes de partis politiques, etc. Ce qu'il faut faire attention, c'est les idées. Là, si on regarde bien, franchement, on écoute Marine Le Pen et compagnie, etc. Sauf là, dernièrement, il y a eu quand même quelques bourdes de fête. Mais sinon, globalement, ça fait 5-6 ans qu'il y a un discours très policé, très tranquille. Ciotti est 2 fois pire que Marine Le Pen, par exemple, dans le discours. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les idées, comment elles arrivent, les idées. Et nous, dans la veille de la Roya, c'est pour ça qu'à un moment, je m'étais un peu fighté avec des proches. Et je n'ai pas appelé au non-vote pendant la dernière présidentielle, mais j'ai dit que moi, je n'irais pas voter, quoi. Et les gens disent, oui, tu ne te rends pas compte, l'extrême droite, ce que c'est. Je fais, ouais, je me rends compte ce que c'est, parce que nous, ça fait quand même un moment qu'on y vit avec l'extrême droite dans la veille de la Roya. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, essayer de prendre des fois du recul et de savoir un peu comment, d'avoir une analyse et de ne pas forcément banaliser, parce qu'on a notre petit cerveau qui fait tout pour se conforter et essayer de ne pas regarder, et essayer de ne pas réaliser et de se dire... toujours en fait se mettre en confiance soi-même, enfin dire oui mais bon peut-être que c'est légitime, peut-être que machin. Et dans la veille de la Roya, on a réussi grâce à notre combat aussi à dénoncer ces faits. Maintenant ils sont faits un peu plus en cachette, on va dire. Donc il y a de la course au noir, mais plus dans les montagnes, les endroits où on ne les voit pas. Ça a quand même évolué plutôt favorablement entre 2017 et maintenant. Et alors si tu permets, je te coupe une seconde parce que tu parles de ce directeur d'école, etc. Mais comme tu le précisais tout à l'heure, entre la criminalisation qui est faite, c'est-à-dire que si on aide déjà, ces Noirs qui arrivent sont considérés comme ceux qui les aident vont aller en procès, c'est largement médiatisé, etc. Et même toi, avant de secourir, tu pensais spontanément qu'on n'avait pas le droit de les prendre chez soi. Et donc c'est là aussi où ça a infusé dans les esprits, sans même se renseigner. Il y a une autocensure qui se produit avec ces médias-là d'extrême droite et un discours qui est propagé comme ça largement. Oui, ouais, complètement. Au départ, tout le monde pensait qu'il était interdit d'héberger, de soigner, même de transporter, etc. Et c'est parce que moi, je suis devenu militant malgré moi un peu, quoi. On était un peu obligé de se documenter. Et quand j'ai lu le CESEDA, hein, c'est le Code des étrangers, j'ai réalisé en fait que c'était pas... Enfin, ce qui me posait question, je reviens un peu en arrière, je me suis dit, mais la migration, c'est quand même un truc qui existe depuis longtemps. Enfin, on est d'accord, enfin, c'est un truc... Et là, d'un coup, ça devient un problème moderne. Mais pourtant, tu vois, même dans ma famille, en fait, il y a eu des histoires de migration, de déplacement, etc. Et surtout, à la frontière franco-italienne, c'est quand même... On est au pourtour de la Méditerranée. Enfin, c'est une histoire qui existe depuis que l'humanité existe. Et là, d'un coup, ça devient un problème contemporain. Comment on va faire? On ne sait pas faire, etc. Machin. Et quand on commence à lire, tu te dis, bon, y a quand même pas mal de gens, tu vois, qui ont quand même réfléchi, qui ont fait des études là-dessus et qui ont fait des textes de loi. Et là, quand on comprend que l'État a réussi à nous faire croire que ce qu'on faisait, c'était interdit, ils ont réussi à ça quand même. Hein, parce qu'on se cachait on cachait. Enfin, j'ai caché des gens parce qu'ils étaient noirs dans ma voiture, en fait. C'est quand même... Moi, les derniers passages, quand j'accompagnais des gens à détourner des contrôles policiers, etc., moi, j'en pouvais plus, en fait. Je me dis, mais putain, c'est quand même fou de mettre cette gamine dans le coffre
alors que j'aurais pu passer normalement. Mais on sait très bien que dans la vallée de la Roya, si on déplace avec une personne qui est noire, ben, on se fait contrôler, quoi. Et j'avais l'impression de participer à ce racisme, en fait, c'est systémique. Je me dis, mais en cachant les gens, en faisant ça dans la clandestinité, ben, j'ai l'impression de participer à tout ça, à ce racisme, en fait, institutionnalisé, quoi. Là, je me suis un peu perdu. Est-ce que oui, mais c'est pas grave, je te rattrape au vol. Sur les questions de déclassement et liées aux politiques néolibérales qui se sont accélérées, les difficultés d'accès aux services publics, notamment aux soins, à la justice, etc. Est-ce que tu as observé à cet endroit-là, du coup, la progression du vote RN et comment, du coup, politiquement, est-ce que le NFP a recréé un espoir dans cet endroit-là? Est-ce que vous avez pu vous appuyer aussi sur les mouvements politiques locaux de gauche qui vous aient soutenu? Après, c'est très particulier, hein. Les Alpes-Maritimes, c'est une république à part, hein. C'est vraiment... Donc, il y a quand même le prisme de médecins. J'imagine que... Voilà. Et il y a quand même une dynamique assez forte et très clientéliste. Et les gens ont peur, en fait, de se mêler de politique politicienne, clairement. Pourquoi il y a eu au dernier député qui est d'extrême droite s'est fait élire? Parce que aussi Ciotti a rejoint l'extrême droite et notre maire ne s'est absolument pas positionné, en fait, sur le fait que Ciotti ait rejoint l'extrême droite. Donc, et en fait, c'est surtout la banalisation aussi de l'extrême droite qui fait que... parce qu'il faut être un peu couillon d'habiter à une vallée frontalière pour demander, en fait, la fermeture des frontières. C'est stupide. Enfin, tu vois, tout le monde va acheter ses clopes en Italie, etc. Machin. On passe tous par 26 000. Enfin, c'est vraiment l'axe normal. Et c'est assez... Après, oui, les gens se sentent délaissés. Honnêtement, je ne suis pas assez outillé pour avoir un avis tranché. Mais je pense que c'est une espèce de vote, un peu de contestation, mais en même temps, je vois l'extrême droite est quand même ultra bien ancrée dans les médias mainstream et acceptée aussi par Macron, Darmanin, etc. Enfin, on voit l'ambiance générale. Donc j'ai l'impression qu'ils se démarginalisent un peu. Et après, oui, honnêtement, je ne sais pas comprendre pourquoi les gens votent à l'extrême droite dans la vallée de la Roya. Pour te dire, c'est qu'il y a des gens, il y a 2 ans, on a fait une petite fête à la maison, dans la communauté Emmaüs Roya. Donc on a des sans-papiers, des étrangers, voilà. Et il y a des voisins qui sont venus et qui revendiquent le fait de voter extrême droite. Et là, tu comprends plus rien, en fait. Tu vois, et je pense que c'est les Duc Pop, en fait, qu'il faut trouver. C'est pour ça qu'on a un projet aussi des Duc Pop dans la vallée de la Roya, au sein d'Emmaüs Roya, de faire une espèce de cantine associative pour analyser ensemble, en fait, ce que ça veut dire, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une élection municipale, mais il faut revenir aux bases, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une élection départementale? Les gens votent pour des députés, ils savent même pas à quoi ça sert un député, ou la région à quoi elle sert, ou qui finance l'école plutôt que la maternelle, ou plutôt que le lycée, les transports, etc. Et les gens sont un peu perdus là-dedans, quoi. Et je crois qu'il y a une incompréhension générale, en fait, et les gens sont à la tête dans leurs problèmes aussi. Parce que la vallée de la Roya, c'est une vallée très pauvre dans un département très riche. Donc on est doublement plus pauvre. C'est que les loyers sont chers, il n'y a pas de bon plan pour faire ses courses, etc. Tout est cher et on gagne moins qu'ailleurs. Donc il faut savoir que Nice, c'est un endroit où il y a beaucoup de riches, mais où ici, il y a beaucoup de pauvres. Le quartier le plus pauvre de France est à Nice. Et il y a cette réalité-là, ouais, aussi. Bah, merci à toi. Donc bien qu'on ne puisse pas en conclure des stratégies de lutte nationale, puisque tu le dis si bien, il y a une vraie spécificité avec une république propre à ça marche, oui. Néanmoins, l'éducation populaire, le faire du commun, etc., est un outil de lutte idéologique qui a lieu dans ces territoires qui ont été abandonnés des services publics. Et le sentiment de colère reste aussi très fort avec cette partie finalement que fut un temps on appelait les fâchés pas fachos, où c'est la colère. Et puis on observe aussi les méthodes anciennement du PC réappropriées par le RN qui s'installe. Finalement, on parle plutôt de copinage et de convivialité. Plutôt qu'une vraie idéologie structurante. Donc bien que nous, on ne puisse pas, en tant que mouvement politique, en faire une stratégie de masse, puisque on n'a pas les mêmes formes
de vote, puisqu'on sait aujourd'hui quand même que la question migratoire, et puis il y a malheureusement un vrai racisme qui se développe. Néanmoins, il existe encore plein d'endroits où localement, de fait, on voit bien qu'il n'y a aucune peur de l'étranger, aucune difficulté à aller vers, et ils ne font pas partie de ces gens qui vont t'insulter de passeurs de migrants, puisqu'ils viennent volontiers à ta fête, et que donc on a encore des brèches larges à prendre à cet endroit. Et justement, pour rebondir là-dessus, dans le discours à la fois vis-à-vis d'un concitoyen ou de l'État en entier, voire du monde, il y a la guerre des images et la guerre des mots. Tu vas en parler. On parlait notamment de réhumanisation des migrants en parlant de leur vie. Donc eux, on le sait, hein, ils utilisent les migrants, les sauvages, d'ailleurs, Monsieur Ciotti va quand même parler de est-ce qu'on ne sait pas si dans tous les gens que va passer Cédric Herrou, il n'y a pas un terroriste qui se cache, hein. Donc on agite vraiment le drapeau de la peur. Et alors, toi, tu as décidé à un moment de dire très bien. Nous aussi, quelqu'un te dit, Cédric, là, il faut médiatiser quand la machine judiciaire commence à te tomber dessus. Et donc, toi aussi, dans ta pratique militante, tu vas adopter cette guerre des images, cette guerre des mots, en parlant toi aussi de racisme d'État, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça et des choses communes que tu observes dans les luttes, puisqu'on le voit, hein, c'est le cas pour nous, la France insoumise, hein, les anathèmes qui nous sont jetés, nous sommes islamo-gauchistes, antisémites, les écolos sont des écoterroristes, on l'a vu au Méga-Bassine, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Donc, dans ta pratique, est-ce que tu peux revenir sur ce qui a fonctionné, le retentissement que ça a eu localement, sur toi aussi dans ta vie, d'utiliser cette guerre des mots et des images? Ouais, en fait, c'est Hubert, c'est un ami qui fait l'accueil depuis des décennies, qui est décédé il y a quelques années. Et c'est vrai que ça a été un peu mon mentor au début au niveau de l'organisation de l'accueil, parce que moi, je ne savais pas trop comment organiser tout ça. Et je lui avais demandé, je me suis dit, mais comment tu fais, Hubert? Et lui, la meilleure réponse qu'il m'a dit, quand tu accueilles ton cousin, ta cousine, ta nièce et ses copains, machin, comment tu fais? Là, tu fais pareil, quoi. Tu vois, c'est sûr. Et après, je me fais arrêter une première fois, c'était en août 2016. C'est la seule fois en flagrant délit de passage de frontière. Enfin, frontière intérieure. Et c'était assez flippant cette arrestation, juste pour revenir un peu là-dessus. C'est qu'en fait, il y a une espèce de pôle qui est organisé entre la police française et la police italienne. Et ils m'ont vu en train de charger à Vintimille. Donc là, il y avait, je crois, 7 personnes, il me semble. Clairement, il y avait trop de monde dans ma voiture, c'était évident. Avec des gamins, des nouveau-nés, des femmes, des ados, etc. Et les flics m'interpellent. Donc je vois une voiture qui me suit. Ils doublent avec gyrophare, etc. Et je me retrouve avec un flingue sur la tempe et des flics qui braquent le coffre, alors qu'ils ont très bien vu que je chargeais des femmes avec des gamins dans ma voiture, quoi. Et on s'est fait braquer comme si on avait braqué une banque, quoi. Enfin, tu vois, on s'est fait braquer par les flics comme si nous, on avait braqué une banque. Et ça a d'une violence assez énorme. Et c'était assez paniquant, c'est que les flics français et italiens gueulaient et ils ne se comprenaient pas. Et du coup, j'ai dû faire le traducteur pour dire, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Et je ne sais même pas pourquoi j'en reviens là. C'était quoi ta question? Ta garde des mots et des images que tu vas utiliser. Et du coup, voilà, je fais ma garde à vue, etc. Je réponds aux questions qu'on me pose, etc. Et le procureur décide de me faire bénéficier de ce qu'on appelle l'immunité humanitaire. C'est dans les textes de loi, s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, on ne peut pas incriminer quelqu'un qui a aidé des personnes en situation même irrégulière, s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte. Du coup, je bénéficie de l'humanité humanitaire, je ressors libre, et Hubert Jourdan, celui qui m'avait conseillé pour l'accueil, me dit, Cédric, il faut médiatiser, là c'est une super lutte qu'on vient de gagner, il faut vraiment que tu médiatises le truc. Moi, je ne me sentais absolument pas capable, je n'avais pas envie, et j'étais dans une asso qui s'appelle Roya Citoyenne, et qui, elle, guider les journalistes chez telle ou telle famille. Et je leur dis, si vous voulez, je suis OK pour, d'après les conseils d'Hubert, d'accepter. Et là, il y a un gars qui s'appelle Adam Nossiter, qui est journaliste au New York Times. Et il arrive chez moi, c'est un Anglais, un British, avec sa petite chemise blanche et tout. Et je lui parle, le mec j'ai l'impression qu'il est teubé, quoi. Je me dis, mais il comprend rien à ce que je lui dis. Et en fait, il a halluciné. Et après, il y a Pierre Turgeman, c'est un photographe qui vient et qui m'explique. Il me dit, tu sais, Cédric,
le journaliste, là, c'est un grand reporter du New York Times, c'est pas, tu vois, et tu devrais le prendre un peu au sérieux et tout. Et je fais, bah, tu veux que je te prenne au sérieux? Viens, on va à Vanity Me, on va voir un peu comment c'est, et puis on va faire tout le parcours, quoi. Ça a fini en course-poursuite avec les flics dans la gare de Cannes, etc. Et il a fait, et il a fait une première page, on a fait la page de couve du New York Times, et il compare l'action du préfet des Alpes-Maritimes, donc de l'État français, et il la compare, c'est assez sévère, mais pendant la gestion, pendant la Deuxième Guerre avec les Juifs, etc. Et donc, à l'époque, je crois que c'était Valls qui était là. Et il est devenu tout rouge. Et à partir de là, ça a été la guerre. Et le problème de la médiatisation, c'est que c'est un outil de lutte à part entière. Et je pense que les médias font aussi partie d'un des piliers de la démocratie, c'est que ça devrait être, et ça l'est pour certains médias, un porte-voix en fait, des citoyens. Et du coup, on commence à médiatiser. Donc, ce qui est un peu bizarre, c'est que plus je médiatise, plus ça met en rogne le ministère public, donc le parquet, etc. Plus ça me met des emmerdes, mais grâce à la médiatisation, ça me protège, parce que du coup, j'ai des soutiens et puis des gens, voilà. Et du coup, c'est un peu schizophrène comme truc. En fait, tu te mets en danger et en même temps, ça te protège. Mais c'est une lutte à double tranchant, je pense, la médiatisation. Il faut y faire un peu attention. C'est qu'on la maîtrise pas, puis tant mieux, hein, parce que les journalistes aussi doivent être libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Mais ça peut être récupéré aussi. Donc je sais, honnêtement, avec le recul, je ne sais pas si ça a été positif ou négatif. Si on regarde le bilan actuel avec le chiffre du Rassemblement national, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la bataille, quoi, quand même. Mais de l'autre côté, on a vu quand même beaucoup d'associations et de collectifs se créer, se monter, beaucoup de gens en fait, qui ont ouvert leurs portes. Pour vous dire, il y a un film qui s'appelle Libre, c'est un film documentaire qui a été fait par Michel Toesca et qu'on a projeté dans plusieurs salles de cinéma en France. Il y a une mouche qui m'emmerde là, la connasse là. C'est Ciotti, c'est un robot Ciotti, c'est un drone. Et du coup, donc ces jours de fête qui distribuent le film, il faudra faire des conférences et tout, machin, nanana. Je dis non mais tout le monde s'en branle de ce qu'on fait dans la Roya et jamais il y aura du monde, quoi. Et j'étais assez surpris, c'est qu'il y a énormément de gens qui en France sont solidaires, sans forcément avoir de discours politique, hein. C'est des gens des hommes, des femmes qui vont faire du tricot, qui vont faire de la cuisine, qui vont faire des cours de français, qui vont jouer au foot, et sans de gros discours politiques, quoi. Mais je pense que ça a été, ces années-là, ça a été, en France en tout cas, un moment où il y a eu le plus de solidarité. Et ce qui est fou, c'est que les infos et notre ressenti penseraient l'inverse. Et moi, je dois te dire, on est tous les uns contre les autres. Honnêtement, moi, de ce que j'ai vécu en faisant ce Tour de France avec ce film-là, j'ai vu complètement l'inverse. J'ai vu énormément de solidarité et ça m'a vachement conforté. Donc, pour revenir sur la question de l'utilisation médiatique, c'est compliqué. Moi, j'ai découvert ma calvitie sur France 3 Côte d'Azur. J'avais jamais vu. J'ai jamais fait ça avec un miroir, tu vois. Et j'ai fait, oh putain. Tu vois. Et ça fait mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te trouves moche, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai dit, je parle mal, etc. Machin. C'est super. Et surtout, on veut imiter ceux qui parlent bien à la télé, à la radio. Enfin, ceux qui nous en fument tous les jours, vous voyez, ces mecs-là. Voilà. Mais on veut leur ressembler. Tu sais, pourquoi je ressemble à ce connard, en fait Et je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre parler des Bac-6 et Bac-4 un peu à la radio, à la télé. Et voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à partir de ce moment-là, alors de fait, peut-être que toi, tu ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, vu l'énergie qu'ils ont mis à ce que ça s'arrête, je pense que ça a en partie fonctionné quand même. Puisque de fait, l'idée étant de rendre acceptable ces retours à la frontière, cette façon complètement inhumaine de traiter les gens, et d'un seul coup, ça met la lumière sur le fait que non seulement humainement c'est terrible, mais en plus c'est illégal. Et ça redonne aussi partout, d'abord, comme on le disait tout à l'heure, toi-même, il y avait une autocensure que toi-même t'as appliquée en disant on pensait qu'on n'avait pas le droit. Donc finalement, cette guerre des mots, des images et cette médiatisation sert aussi à ce que ça fasse de l'éducation populaire au-delà de la vallée, à ce que tout le monde demain
s'il croise sur sa route qui que ce soit, mes grands-parents, oui, j'ai le droit de prendre dans ma voiture, j'ai le droit de protéger, j'ai le droit d'héberger. Et donc, rien qu'en que ça, rien que pour cette raison, c'est un gars et il saura, non, non, mais moi, monsieur, j'ai principe d'humanité. Donc, ça aussi, c'est quand même très utile. Et alors, on voit bien ce qui est frappant dans ton livre. Et là, on se pose quand même la question, c'est que finalement, enfin, on se pose la question. On voit plutôt comment l'extrême droite, qui parle énormément du grand remplacement, les étrangers, les noirs, les musulmans, etc., finalement, ils te traitent toi de la même façon. Mais tu es blanc, tu t'appelles Cédric, agriculteur, tu vois, en plus, tu n'es pas un banquier d'affaires, etc. Donc là, il y a quand même un moment où on se dit, mais ça va pas. Qu'est-ce qui fait que toi aussi, sauf si tu mets le hijab que dans la vallée de la Roya et tu nous le caches ici, ce que je ne crois pas. Donc finalement, on s'aperçoit, et toi-même, tu vas y arriver dans ton livre, comment le racisme est finalement aussi toujours relié au racisme de classe et au mépris de classe. Et d'ailleurs, on va te dire, c'est quoi ce petit paysan ? Reste à ta place, en fait. Reste à ta place. Que sont les mots que tu vas avoir. On te parle de la France d'en bas. Et donc, finalement, celui qui aide les Noirs, celui qui l'ouvre et qui va être le grain de sable, mettre le grain de sable dans la machine, devient lui aussi le noir du blanc, quand bien même il ne serait pas. Et donc, je voudrais te faire rebondir là-dessus, puisqu'on va l'observer, ça, partout quand même dans les luttes, et que finalement, rappeler partout que l'extrême droite n'est jamais qu'un racisme d'abord de classe, et que quand bien même il n'y aurait plus demain les migrants, ce sera sur les assistés, comme on l'a vécu avec voilà, ceux qui ne veulent pas travailler, les feignants, et qu'on sera toujours le noir d'un autre. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus ? Ouais, complètement. Moi, j'ai vachement senti dans les procès, mais après, ça a été... Il faut s'en servir aussi comme outil de lutte. Si on nous méprise, on nous prend pour des petits et on peut les baiser aussi d'une façon. Parce qu'en fait, on peut les surprendre. On a surpris le préfet quelques fois. Hein. Mon avocat l'a fait condamner plus de 400 fois en un an pour entrave. Ouais. Et donc, on a pu aussi gagner parce qu'il nous inconsidérait. Mais je l'ai beaucoup vu dans les procès. C'était quand même assez dingue. C'est ce mépris de classe aussi. Et je pense qu'il y a l'effet aussi paysan, Bac-4 et tout, qui joue beaucoup. Mais le côté du militant. Je ne sais pas si vous avez réalisé, tu en parlais tout à l'heure, par exemple, les Soulons de la Terre, des écolos, etc. Maintenant, d'être militant, ça devient une insulte. Et ce qui est fou, c'est que c'est souvent des personnalités politiques qui utilisent ce terme-là, alors qu'eux-mêmes sont des militants politiques, a priori. Si ce n'est pas des carriéristes, je ne sais pas. Mais le militant est devenu une espèce de sous-individu. Là, il n'y a pas longtemps, un truc en parallèle, c'est qu'on a fait une action avec ma compagne contre les caméras qui ont été mises en place à Breil-sur-Roya sans autorisation, etc. Machin. On est allé au TA et donc on était une cinquantaine dans ce collectif-là. Il n'y a personne qui voulait aller porter son nom en fait, pendant le procès. Ils ont eu raison. Moi, j'ai eu 2 plaintes entre-temps, la veille et une le lendemain. Et les gens avaient peur en fait de s'impliquer et de mettre leur nom en fait sur cette plainte-là. Mais la défense en fait de la mairie, c'était ça en fait, c'est que Cédric Héroux, c'est avant tout un militant, et il est là en fait, il instrumentalise cette histoire de caméra pour mettre à défaut le maire de Breil-sur-Roya, etc. Machin. Peut-être je fais bon, quand bien même si c'était vrai, mais bon, et on devient un peu des sous-citoyens. Et pour revenir en fait, ce côté de militantisme, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on ne peut pas incriminer le délit de solidarité, en termes juridiques, n'existe pas. Donc, même si nous, on a réussi à faire changer la loi, on peut peut-être en revenir après, mais avant ça, ça n'existe pas, le délit de solidarité. S'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, il ne peut pas y avoir condamnation. C'est pas possible. Et pour moi, ils avaient trouvé une contrepartie indirecte, c'est la contrepartie militante. Le juge, il a dit ça, j'ai rien compris. Je suis, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Contrepartie militante. Je suis même pas sûr d'avoir compris toujours aujourd'hui. Et en fait, ça veut dire que mon combat n'est pas entièrement humanitaire. Il a des fins politiques. Et vu qu'on a un peu gagné sur certaines parties, etc., du coup, il y avait une contrepartie indirecte qui est les acquis en fait, de mon militantisme. Et pour ça, en fait, ils ont voulu quand même mettre 8 mois de prison avec sursis.
Et donc, je vais quand même en parler en fait, de la fraternité à valeur constitutionnelle. C'est qu'on a fait une QPC, ce qu'on appelle une QPC pendant mon procès. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. On a posé une question au Conseil constitutionnel et on lui a demandé, parce que notre devise, vous la connaissez, liberté, égalité, fraternité, et à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité à valeur constitutionnelle, et pas la fraternité. Ça veut dire, quand il y a des députés avant, à l'époque où les députés votaient des lois ou proposaient des lois, et quand il y a des lois de proposer, donc c'est les députés, après ça va sénateur, après ça va au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel regarde si c'est constitutionnel ou pas. Et avant, on devait respecter la liberté et l'égalité, mais la fraternité n'était pas inscrite. Et du coup, on a demandé à être libre d'être fraternel, donc du coup d'user en fait de notre devise devoir, et on a rendu cette loi en fait, ce qu'on appelle délit de solidarité, anti-constitutionnelle. Et donc ils ont réécrit la loi, mais ils voulaient me baiser quand même, vous pouvez bien le savoir, et ils ont dit en fait on n'a pas le droit, on peut aider, mais il faut que ça soit exclusivement humanitaire, c'est marqué exclusivement humanitaire. Donc on ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Et on n'aurait pas le droit de transporter les gens sur du passage de frontières. Donc ils ne parlent pas si c'est dans l'espace Schengen, si c'est des frontières externes ou internes à l'Europe. Enfin bref. Et nous, c'est pour ça qu'on a gagné. Ce n'est pas grâce à la fraternité à valeur constitutionnelle. C'est du droit, c'est chiant, hein, je suis désolé, hein, mais c'est important. Mais on a gagné sur le fait qu'une personne en migration n'était pas forcément en situation irrégulière. Et nous, ce qu'on a défendu, c'est le fait qu'une personne en migration, surtout on a eu beaucoup de Soudanais et d'Érythréens, c'est des personnes qui fuient et qui demandent une protection internationale, donc c'est des demandeurs d'asile. Et un demandeur d'asile ne peut pas être considéré en situation irrégulière. Ta question initiale, c'était quoi déjà ? Le racisme de classe et le mépris de classe, mais tu as répondu en partie en parlant du Bac-4. Et alors, c'est marrant parce qu'on observe quelque chose, j'ai réagi en te lisant, et ça m'a fait penser à cette phrase de Marx, genre la meuf a lu Marx. Je connais la phrase, hein. Qui dit que, avec cette vision matérialiste, évidemment, de l'histoire, hein, que les conditions d'existence déterminent nos consciences. Et en fait, on observe ça, toi, comme si logiquement, on devrait ne pas supporter ça. On le voit, alors pour ceux ici qui sont soignants avec moi, il y a les copains là du collectif Interurgence, Interhôpital, etc. Et souvent on leur dit mais regardez, ils attendent 10 heures sur un brancard, enfin 50 heures sur un brancard, on n'a pas de lit, regardez la salle de repos, etc. Comme si la démonstration par le fait allait changer quelque chose alors qu'ils s'en fichent. On l'a vu avec le clip, je ne sais pas si tu l'as vu, des lycéens dans le 93 qui ont dit « Je suis lycéen dans telle ville ». Bien sûr que ma fenêtre répétait, vous l'avez vu tous ce clip. Voilà, et toi tu vas dire aussi « Mais merde, j'ai envie de les tirer par la cravate jusque chez moi ». Qu'ils vivent avec nous juste une nuit. Je leur présenterai les jeunes aux pieds gonflés et crevassés à force de marcher à travers la forêt, le long des voies de chemin de fer ou sur la route. Je les forcerai à poser la main sur les cicatrices infectées des tortures subies en Libye. Je leur montrerai à quoi ressemble la trace d'un clou planté entre les testicules et l'anus d'un gamin de 17 ans. J'aimerais demander à ces démagos aux mains lisses et propres d'assumer leurs propos. Expliquer à la gamine qui se plaint de maux de ventre qu'elle est enceinte de son violeur libyen. Et alors c'est fascinant comment partout, et c'est là qu'on voit bien que le racisme rejoint le mépris de classe, puisque tous ont fait expérience que malgré la démonstration des faits, c'est de fait notre classe et non pas la race, puisque tu vas aussi évoquer qu'à Nice, l'étranger ne pose pas de problème. Il peut être russe, danois, arrivé des Émirats. Quand il a une carte bleue et qu'il est sur les terrasses de Nice, à ce moment-là, il n'y a plus de sujet. Et donc, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus sur le fait, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà évoqué aux gens dans la vallée? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont noté? Est-ce que tu leur dis parfois, vous voyez là, que c'est pas, même moi, vous voyez bien que je suis Cédric, que je suis français, et donc il y a un mépris de classe envers moi parce que paysan, et ça concerne les métiers un peu précaires dans ta vallée, beaucoup de monde. Comment ils réagissent à ça, et est-ce qu'on arrive à leur faire la démonstration que c'est d'abord un mépris de classe avant d'être un mépris de race finalement?
je suis pas sûr que les gens aient pris conscience de ça. Enfin, moi, oui, parce que je le vis souvent. Et même souvent sous les critiques de la droite et de l'extrême droite sur ma tenue vestimentaire. Moi, je trouve que ça va. Hein. Et mais souvent, c'est ça, c'est qui tu es pour ouvrir ta gueule, tais-toi. Enfin, tu vois. Il y a vachement ce truc-là où je suis pas légitime du tout. Alors que peut-être tu fais, mais pourquoi je serais pas légitime alors que je suis sur le terrain et je fais. Bien évidemment que je suis légitime. Et il y a ce côté de la légitimité qui est un peu compliqué. Ou même avec des gens dans le village qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Les gens se disent, ben forcément, il touche de l'argent, il en détourne, ou c'est pas possible. Et des fois, les gens ne comprennent pas mon côté de ma médiatisation, ils pensent que je ne le mérite pas. Ils se disent, bah, le mec, c'est ce que mon maire de village dit, il dit, mais vous n'êtes pas légitime parce que vous n'êtes pas élu. J'ai fait, bah, déjà, toi, tu es élu avec 500 voix sur 2000, donc ça va, quoi, enfin, tu vois. Et le mec, pour lui, ouais, je suis pas légitime parce que je suis pas élu. Mais moi, je pense que si j'avais une Audi A4, A5, avec costume, cravate, etc., ben, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce problème-là. On l'a vu dans la Vallée de la Roya. Il y a une très grande amie à moi qui était avocate, elle est à la retraite maintenant, Françoise Cotta, qui est une dame très influente dans son domaine. Influente en termes d'avocat, c'est-à-dire des bons avocats, en fait. Voilà. Et elle n'a jamais fait de garde à vue. Alors qu'on a fait des passages ensemble, tu vois, elle a médiatisé, elle a jamais été en garde à vue. Moi, j'ai fait 13 gardes à vue, 5 perquisitions, 4 ans de mise en examen. Et je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir l'avocate au milieu des pattes. Et que c'est facile, en fait, il y a une légitimité, en fait, à incriminer le pauvre, quoi. Et ouais. Mais alors, le souci, en l'occurrence, c'est que c'est toi qui es du côté de la loi, que la République, c'est toi. Pour reprendre un illustrat connu. Puisque le Conseil constitutionnel va te donner raison, que de fait, nous sommes obligés de rentrer dans le respect de la Convention de Genève, comme tu le disais, et de la Charte des droits de l'homme, dont la France est signataire. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, hein, leur discours accuse les personnes en migration de troubles à l'ordre public, tu en as parlé tout à l'heure, mais ce trouble, c'est l'État qui en est responsable. Les valeurs de notre République sont malmenées par ceux qui ont été chargés de les protéger. Et tu vas aussi nous rappeler, on sent les étudiants avec leurs petits, les gens qui ont été longtemps étudiants, je fais la promotion du fluo et du post-it de livres. Le gouvernement et l'État, portés par une idéologie anti-immigrationniste, empêchent les citoyens d'agir selon la devise nationale. Le Conseil constitutionnel vient de rappeler que les lois ne doivent pas bafouer les fondamentaux de la République française. Je coupe. Une devise implique aussi les devoirs. Et tu vas répondre, la France, pays d'égoïstes, bien sûr que non. La présentation du film Libre, consacré à notre action, a révélé dans près de 90 villes un réseau de solidarité insoupçonné et trop discret. Et alors là, c'est intéressant comment on voit que les concepts complètement fumeux de l'extrême droite, patriotique, la devise nationale, notre République, etc., et que finalement, non, la République est bien de notre côté à nous, et que de fait, ce sont des actions comme la tienne qui la font vivre. Et alors, je voudrais savoir, dans ton parcours, puisque tu parles un peu avec un langage, comme tu le dis toi-même, avec des débuts de jeune nanar, gauchiste, qu'est-ce que ça fait d'être le démonstrateur des valeurs de la République française? Bon, je sais pas, des fois ça fait chier hein, quand même. Ouais, juste pour revenir en fait aux valeurs françaises et comment ça a été monté. En fait, si on regarde bien, tu regardes les retraites. Bon, c'est des sujets sensibles en ce moment, vous énervez pas. Les retraites, la sécurité sociale, les congés payés, en fait, tout est basé en fait sur la solidarité. C'est que en fait, on est dans une société et qui est enviée dans le monde entier. Il y a des gens qui travaillent pour des gens qui travaillent pas. Il y a des gens en bonne santé qui travaillent pour des gens en mauvaise santé. Il y a des jeunes qui travaillent pour des vieux. Et là, d'un coup, en fait, cet élan de solidarité deviendrait en fait comme un système anti-France. Imaginez-vous si aujourd'hui on devrait reconstruire tous les acquis sociaux de par nos luttes, si on devait les reconstruire aujourd'hui. Et d'expliquer aux gens, toi qui travailles, tu vas travailler pour la personne qui ne travaille pas. Toi qui es en bonne santé, tu vas travailler et cotiser pour la personne qui est en mauvaise santé. Et ça ne passerait pas, quoi.
C'est pour ça qu'à un moment, la vraie France, etc., machin, je crois qu'il faut se le réapproprier. En termes de valeur, il faut faire le tri, bien sûr. Hein. Alors, il faut reconnaître aussi les torts de la France dans son histoire, etc. Ça, c'est une évidence. Mais se reprendre un peu, aller sur leur terrain. Moi, je suis convaincu que ce qu'on appelle les identitaires, c'est l'extrême droite. Mais souvent, regardez les identitaires, par exemple, Damien Rieu, vous connaissez ou pas Damien, voilà, vous connaissez. Ben, le mec a changé de nom de famille, quoi, quand même. Il s'appelle Lefebvre. Tu vois, Marine Le Pen, Marine, c'est pas son vrai nom, son vrai prénom. C'est des gens en fait qui ont des problèmes, mais intrinsèquement de qui ils sont, d'où ils sont. Et je vois dans la veille de la Roya, sur cette notion d'identité, on a des, en fait, il y a, comme dans tous les villages, en fait, c'est les néo-ruraux avec les anciens de Souche, etc. Machin. En fait, ce qui les font chier, c'est que des jeunes gens arrivent, et pas forcément néo-ruraux, hein, ça peut être des paysans d'autres départements, mais en tout cas des étrangers. La notion d'étranger est assez limitée, en fait, quand même. Hein. C'est le mec de Nice qui va à 60 km, ça reste un étranger, quoi. Donc, peut-être tu fais, ouais, mais je suis né à Nice, quand même. Enfin, je sais pas. Non, mais t'es pas d'ici, machin, ok. Et en fait, il y a ce fait où on a oublié, en fait, ce que c'était que l'histoire, parce qu'on refait exactement ce que faisaient leurs grands-parents. L'agriculture, l'artisanat, etc. Choses qu'ils ont abandonnées. Et je me rappelle, après la tempête, on parlait tout à l'heure d'une tempête, on s'est pris une tempête à l'Aix, dans la gueule. Et il y a eu beaucoup de dégâts. Et il y a eu deux clans qui se sont faits, les gens qui voulaient faire des grosses routes rapidement, etc., machin, et les gauchos qui voulaient des pistes cyclables et prendre le temps d'y réfléchir, et essayer de faire un endroit aménagé pour des transports plus fluides, voilà, moins de bagnoles, moins de camions, et plus, voilà. Et les gens du cru disaient non, machin, ils nous font chier, c'est néo-ruraux, etc. Machin. Et j'ai un ami qui est historien et qui a rappelé l'histoire de la Brigue. La Brigue, c'est un ancien village. C'est qu'en fait, ils ont vendu leur forêt à Gênes pour construire des bateaux. Donc ça a été déforesté. J'ai plus les années en tête. Hein. Après ça, vu que c'était tout déforesté, ils ont loué leur pâturage à des éleveurs de brebis, etc. Donc ça a été surpâturé jusqu'au moment où il n'y a plus rien qui poussait. Et là, il y a une espèce de dictature écologique où ils ont interdit, c'était quand même une dictature, hein, c'est interdit aux femmes de moins de 26 ans de se marier. Il n'y a que les aînés qui avaient le droit de se marier. Donc se marier, ça veut dire faire des enfants. On n'avait pas le droit de ramasser du bois et se balader dans les parties communales. Et les gens qui respectaient pas ces règles étaient chassés de la veille de la Roya pendant plusieurs années. Et ça, c'est étonnant, en fait, tu vois, avec des locaux qui disent oui, l'écologie, machin, nanana, parce que notre histoire, nous, on est des vrais, des gars, etc. Et en fait, si tu regardes bien ton histoire, en fait, l'écologie, vous étiez beaucoup plus radicaux que nous-mêmes, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, sur la notion en fait, d'identité, de savoir de qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, et je pense qu'il y a une grosse carence de la partie des militants d'ultra-droite et d'extrême droite, en tout cas. Bon, alors après... si l'extrême droite s'embarrassait de la vérité, je pense qu'on le saurait aussi. Mais du coup, c'est intéressant de rappeler leurs incohérences et puis leurs mensonges, tout simplement. Parce que, alors évidemment, il y en a certains chez qui les neurones ne sont pas accrochés. On l'a vu pendant la campagne, d'ailleurs. Hein, ils ont dû interdire de médias à certains candidats, tellement c'était la catastrophe. Je pense que tout le monde a vu des vidéos... qui relevait quasiment de vidéogags. Néanmoins, pour les têtes pensantes, beaucoup sont très au courant de l'histoire, qu'ils adorent remanier comme ils le souhaitent eux. Mais donc, pour que ça ne fonctionne pas sur tout le monde, c'est à nous aussi à faire ce travail-là, comme l'une dit, non, regarde, en fait, comme on vient de le dire pour les valeurs républicaines, non, tu vois, la République, le vrai défenseur de la République, là, en l'occurrence, c'est moi. Comme on vient de le dire, comme on l'a dit, pour l'humanisation... des habitants, etc., enfin des migrants, etc. Et alors nous allons du coup conclure là-dessus, sur un passage que je trouve finalement qui fait très caisse de résonance avec nos actions et notre militantisme à nous, militants de la France insoumise. C'est que tu vas dire que finalement ces 4 années t'ont fait passer du moi au nous. Tu vas évoquer, tu vas raconter, d'ailleurs ce dont tu racontes quand tu parlais tout à l'heure de quand vous vous êtes retrouvés à la gare en Breil. Et là, un jour, vous décidez de continuer d'aller rejoindre Nice à pied. Et tu vas évoquer ce qui finalement fait le point commun avec tous les hommes. Hein. Tu dis, j'étais heureux de partager avec eux. Donc, il va avec une centaine, de migrants à pied, gare de Nice.
J'étais heureux de partager avec eux nos magnifiques paysages de montagne et d'échanger sur autre chose que les questions d'hébergement, d'asile ou d'administration. Michel Tosca, mon ami cinéaste, nous attendait à Sospel avec quelques vivres. À Sospel, des habitants nous attendaient dans une ambiance très hospitalière. Le soir, une fois arrivé à Sospel, un match de foot s'improvisa entre l'équipe locale et les jeunes Africains ravis. Le lendemain, le maire de l'Escarène, Pierre Donadé, nous accueillit chaleureusement dans son village. L'entraide dépassait encore une fois toutes les espérances. La boulangerie nous fournit du pain, la pizzeria des pizzas, une association laissa libre accès à sa salle multimédia. Youssef, notre cuistot, distribuait repas et tabac, assurant la cohésion du groupe avec un brin d'autorité. Et tu vas finir sur ces 4 années donc m'ont permis de passer du moi au nous, et cela change tout. Sous les oliviers, nous binons, sarclons, plantons, nourrissons la terre. Nos tomates ont la saveur de la considération et de l'autonomie. Nous vendons nos récoltes avec fierté, partageons les joies du paysan qui donne la vie et la protège. Mon ambition n'est pas de reconstruire l'individu, juste de lui offrir un cadre où il puisse disposer du temps nécessaire pour surpasser ses traumatismes. Et je crois que des phrases comme celle-ci, des actions comme celle-là et la solidarité de tout un panel autour guérit à nous aussi beaucoup de traumatismes. Donc merci pour ça, merci de faire relever la tête à toute une France, toute une génération qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe et à qui tu permets aussi de dépasser ces traumatismes en faisant ça. Et donc sur cette description du beau et du beau partagé autour de la terre, du temps, des paysages avec les migrants, je te laisse conclure sur ce changement de paradigme d'être passé du moi au nous, au milieu du beau. Merci. Juste pour finir, pour parler vite fait d'Emmaüs Roya, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cédé mon exploitation agricole à une structure associative qu'on a créée ensemble. Et maintenant, on vit en autofinancement dans le sens où on n'a pas de subvention publique, parce qu'on compte, comme vous savez, on est dans l'extrême droite de la France, donc c'est toujours compliqué. Voilà, on préfère être indépendant. Et on vit de notre agriculture, donc on fait du maraîchage, on élève des cochons, donc je crois que c'est le premier élevage de cochons élevé par des personnes musulmanes, c'est un peu bizarre. Tu vois, les fachos, ça leur met un bug dans la tête, quoi. Il y a souvent des débats, hein, c'est est-ce que oui, est-ce que non, tu vois, et pour... De BFM, s'il vous plaît, une télé de BFM, immédiatement à la tente. Nous avons des cochons élevés par des musulmans. Appelez la presse. Et du coup, ouais. Et donc on fait les marchés, donc les compagnes et compagnons font les marchés, et on devient en fait un acteur social. Donc on est le seul endroit en fait où on fait de l'hébergement d'urgence, où on aide les personnes aussi de façon inconditionnelle, hein, françaises ou étrangères, et où on a une réelle action concrète. On fait de l'agriculture pour du vrai, quoi. Et on a un stand qui est quand même avec des produits de qualité et qui est sur le marché là actuellement. Enfin, et les gens, qu'est-ce qu'on peut dire à ça en fait? Et en fait, je pense qu'on peut être contagieux, qu'on est exemplaire. Il n'y a pas besoin des fois de faire des gros discours, etc. En fait, moi, le genre de conférences que je fais là, ou de discussions, de tables rondes, etc., j'en fais jamais dans la Vallée de la Roya en fait. Et on essaie justement de parler de choses plus banales et d'être ouvert chez les... Enfin, il ne faut pas être donneur de leçons, je pense. Il faut juste être exemplaire dans sa vie de tous les jours. Et souvent, la question, c'est ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Tout le monde cherche cette espèce de baguette magique pour trouver une solution miraculeuse, etc. Donc pour ça, il y a la drogue, hein, je vous le conseille. Non, je plaisante, mais en fait, ça n'existe pas. Et c'est cyclique. Et que les forts oppriment les faibles, ça a toujours été, ça sera toujours. Gagner, on ne gagnera jamais. Mais juste vivre la vie un peu comme une... Bref, vivre la vie un peu comme pas comme un jeu, pas ça, mais dire en fait, on gagne tant qu'on n'arrête pas. Et on peut gagner tous les jours, c'est qu'on ne s'arrête pas. Et si on arrive à faire ça avec bienveillance et un peu d'amour et un peu de joie, etc., même si des fois c'est dur, voilà, c'est quand même l'essentiel de la lutte, c'est ça, c'est continuer. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes idées si on est trop en colère. Moi, je suis en colère, j'ai une colère, et il ne faut pas non plus en avoir peur de ce colère-là. Il faut que ça soit un outil, et pour qu'elle soit un outil, il faut la maîtriser. Et il faut que ça soit un outil de lutte, et il faut arriver, voilà, essayer d'être équilibré dans ses émotions, et de partager au-delà de la lutte aussi des moments joyeux, festifs, et se protéger. Parce qu'on a besoin du militantisme, on a besoin de militants, on a besoin de vous, on a besoin de tout ça, et protégeons-nous, et vous allez voir qu'on arrive à être beaucoup plus efficace en étant le nous, le nombreux, quoi.
dans une santé mentale assez protégée. Voilà, protégeons-nous un maximum en tout cas. Merci. Bon, ça suffit, c'est gênant là. Faut pas trop en faire. Non, mais c'était pour moi. Hein. Ah, merci. Qui est con. Bon, vous pouvez m'offrir des bières qu'on voyait ce soir. Tu vas voir, nous, on sait bien prendre soin de nous-mêmes. Attends 21h. Non, alors merci. Et puis voilà, merci pour nous tous. On a eu là des vraies solutions aussi concrètes de militants en réhumanisant. Hein, ne le laissez pas donc aux autres. Dites bien partout ce qu'on peut faire, où qu'on soit. Et puis, utilisez les réseaux sociaux en masse. Offrez à tout le monde le livre de Cédric. Il en a pris un nouvel. Tu en as un autre, un deuxième. Et je vous invite à le compléter avec le nouveau livre de la Boétie. Moi, j'ai fait les deux en même temps pour préparer l'entretien. Et c'est un très bon duo dans la lutte contre l'extrême droite de lire en même temps Cédric Héroux et le nouveau livre de la lutte contre l'extrême droite de la Boétie. Merci à tous. On va être un peu disponible. Cédric, peut-être un peu plus que moi, puisqu'il y aura la Conf Hôpital dans 25 minutes avec le collectif Interurgence et Interhôpital. Et merci à tous de votre attention.